Chaque jour, 600 personnes voient la maladie d'Alzheimer entrer dans leur vie, dans celle de leurs proches. Hier, donc c'était le 21 septembre, journée mondiale consacrée à cette maladie. Alors la France se mobilise chaque année pour sensibiliser, informer le grand public sur cette pathologie. Avant d'en parler avec vous, professeur, et des progrès de la science, je vous propose de regarder ce sujet de Guylaine Millet et Emmanuel Zini. Dans ce laboratoire marseillais, les chercheurs développent une piste de travail prometteuse contre la maladie d'Alzheimer. En s'intéressant à une molécule, la protéase, les scientifiques ont obtenu des résultats étonnants sur des souris porteuses de la maladie. Nous constatons par exemple que des souris qui sont censées de faire une tâche de mémorisation d'un certain objet se portent mieux lorsque on enlève cette protéase par rapport à des souris qui développent la maladie, donc des souris Alzheimer. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une récupération de la mémoire spatiale. Le laboratoire, aidé par le programme DUNE, tente de transposer ses travaux chez l'homme grâce à la modélisation cellulaire. Si les résultats sont probants, cela pourra générer de nouveaux médicaments. La difficulté dans la maladie d'Alzheimer, c'est de pouvoir agir le plus tôt possible avant que les lésions ne soient irrémédiables. Le problème, c'est que cette maladie met 15 à 20 ans avant de se déclarer. En recherche clinique, les médecins tentent d'identifier précocement les personnes à risque. Ces personnes sont des personnes qui se plaignent de leur mémoire, donc elles viennent consulter à l'hôpital. 3 personnes sur 4 vont être rassurées, c'est-à-dire que même si elles se plaignent de leur mémoire, en réalité leur mémoire n'est pas déficitaire, elle fonctionne normalement. Par contre, certaines d'entre elles vont montrer un déficit au niveau de la mémoire. Et ce déficit peut, pour certaines d'entre elles encore, correspondre à un profil qui pourrait faire évoquer une maladie débutante. Pour les malades précoces, il existe une application sur tablette permettant de freiner l'avancée de la maladie. Exostime est le fruit de plus de 20 ans de recherche dans les neurosciences. Ce produit a été lancé par une jeune start-up marseillaise. Exostime permet d'évaluer toute une série de fonctions cognitives, dont par exemple celle-ci qui permet de mieux reconnaître tout ce qui est topologie, vérifier que les personnes repèrent bien droite, gauche, devant, derrière, le haut, le bas et structurent bien leur espace. Les causes de la maladie d'Alzheimer sont multiples. Les recherches se poursuivent dans tous les domaines scientifiques. Professeur Secaldi, vous êtes avec nous, vous êtes neurologue et c'est un vrai défi aujourd'hui pour les scientifiques de trouver des choses nouvelles pour soigner cette maladie. Est-ce que où en est la recherche? On parle de protéines. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses? Alors c'est un vrai défi, oui, parce qu'on l'a dit, c'est une maladie très, très fréquente. On compte à peu près 850 000 patients en France. Et c'est une maladie qui va s'exprimer par des troubles cognitifs, par des troubles de la mémoire et qui va créer une dépendance. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous à titre individuel, soit en tant que patient, en tant que famille de patients, mais aussi en tant que citoyen, parce que c'est un vrai problème au niveau sociétal. Effectivement, la recherche actuellement essaie d'identifier des molécules qui vont atténuer, en tout cas ralentir le cours évolutif de la maladie, peut-être même la bloquer, parce qu'on connaît mieux maintenant les lésions de la maladie, on y faisait allusion dans le reportage, on sait qu'il y a des protéines anormales qui s'agrègent dans le cerveau, on connaît mieux les mécanismes intimes qui sont à l'origine de cette agrégation et de ce qui se produit ensuite, c'est-à-dire la mort des neurones, la dégénérescence des neurones qui est à l'origine des symptômes. Donc on essaie d'agir à ce niveau-là pour bloquer cette agrégation anormale et cette dégénérescence qui en suit. Alors l'intérêt, c'est de diagnostiquer très tôt. Est-ce qu'on est en mesure de le faire? Alors, en tout cas, ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que si on veut agir avec une molécule efficace sur les lésions, il faut essayer d'agir très tôt dans le cours évolutif de la maladie. On le disait dans le reportage, les lésions de la maladie s'installe 15 à 20 ans avant que les premiers symptômes ne s'expriment. On sait qu'à partir d'un certain stade, une fois que les lésions sont installées, c'est comme si un meurtre avait été commis. Il faut arrêter l'assassin avant le meurtre, pas après. Et donc malheureusement, en tout cas avec ce type de molécule, on ne peut pas agir. Donc il faut effectivement, pour ces études, faire un diagnostic précoce pour pouvoir étudier l'efficacité de ces molécules à une phase très précoce de la maladie. Et on est en mesure de faire ce diagnostic? À quel stade? Alors, on l'entendait, dès qu'on a une perte de mémoire, on se dit « ça y est, j'ai la maladie d'Alzheimer ». C'est ce que tout le monde... Mais comme je le disais aussi, c'est vrai que la majorité des personnes qui consultent sont rassurées sur leur statut de mémoire. On est souvent très exigeant, on a beaucoup d'informations à traiter, on est submergé d'informations, donc on sature assez rapidement. Maintenant, certains d'entre nous ont un véritable déficit de mémoire, et pour ces personnes
personnes qui ont un déficit de mémoire, mais qui quand même continuent à vivre, parfois tout à fait normalement, parfois même à exercer leur profession, mais bien une catégorie d'entre elles est très à risque de développer une maladie ultérieurement, une vraie maladie avec une dépendance. Donc ce sont ceux-là que l'on essaie de diagnostiquer, et pour cela, on a maintenant des moyens, ce qu'on appelle des biomarqueurs biologiques, des moyens de neuroimagerie qui permettent de documenter le diagnostic et de s'approcher de plus en plus de la réalité qui est lésionnelle qui est présente dans leur cerveau. Alors, en dehors de l'amnésie, est-ce qu'il y a d'autres symptômes ? Il peut y avoir d'autres symptômes. La mémoire n'est pas la seule fonction touchée. Il peut y avoir des difficultés à trouver les mots, c'est le langage. On peut avoir aussi une perte de certains savoirs, de choses qu'on avait acquises antérieurement et qui ont tendance un petit peu à s'étioler. On peut aussi avoir des difficultés de gestualité. On peut aussi avoir des troubles visuels. En fait, les symptômes dépendent de l'endroit où les lésions vont commencer dans le cerveau. Si elles touchent des régions de la mémoire, ça sera la mémoire. Si elles touchent des régions du langage, ça sera le langage, et ainsi de suite. D'accord, ça peut être différent selon les cas. On parle il y a des facteurs de risque ? Le premier facteur de risque, pour la forme la plus répandue de la maladie, c'est l'âge. C'est le fait de prendre de l'âge, de vieillir. On a une augmentation exponentielle du risque de développer les lésions de la maladie, et donc la maladie symptôme en fonction de l'âge. Et par exemple, à 75 ans, un tiers de la population est porteuse des lésions. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont développer la maladie, mais un tiers est porteuse des lésions de la maladie. Donc effectivement, c'est une question importante. L'hérédité ? Est-ce que si on a des antécédents, il y a des facteurs dits génétiques. Alors, il y a des formes héréditaires de la maladie, mais qui sont très rares. Il y a quelques milliers de patients en France, et qui sont généralement très jeunes. Et on connaît la plupart des gènes impliqués. Mais il y a, pour la plupart des patients, ce ne sont pas des formes héréditaires, mais il y a quand même ce qu'on appelle une susceptibilité génétique, un risque qui vient s'additionner à l'âge et qui fait que dans certaines familles, eh bien, il semble qu'il y ait plus de patients, alors qu'il y en a d'autres qui semblent protégés, dans lesquels on ne retrouve pas de malades. Alors la médecine moderne est capable de réparer pratiquement tous les organes. Comment vous expliquez, professeur, le fait qu'on ait délaissé le cerveau ? On ne l'a pas délaissé, mais simplement le cerveau est probablement un des organes, si ce n'est l'organe le plus complexe de notre organisme. C'est un organe qui en plus est en constante évolution, et on fait des découvertes de plus en plus... Enfin, on fait des découvertes tous les jours sur le cerveau. Par exemple, on pensait jusqu'à présent effectivement que les neurones ne pouvaient pas se régénérer. Certains travaux fondamentaux montrent qu'apparemment c'est possible. Donc la science évolue, et c'est vrai que pour étudier le cerveau, on a besoin aussi de moyens techniques, et que par exemple il y a 30 ans, on n'avait pas les moyens techniques, notamment par exemple en neuroimagerie, pour étudier de manière précise le cerveau. Là maintenant, la technique a évolué, la génétique a évolué. Donc on a, grâce à la technologie, des possibilités d'aller plus loin dans l'étude du cerveau et des maladies du cerveau en général. Merci beaucoup, professeur Mathieu Secaldi. Je rappelle, vous êtes neurologue et vous exercez au sein de... vous êtes chef de service au sein de l'hôpital de la Timone. Je suis à la Timone, dans un service effectivement qui est un centre expert sur l'Alzheimer. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.